Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la chance de rencontrer Mariam Sarkissian. Bonjour Mariam. Bonjour Alexandre, merci d'être là. Est-ce que vous pourriez vous présenter vous-même succinctement? Qui êtes-vous? Je suis Mariam Sarkissian, chanteuse lyrique et pédagogue, professeure de chant et de technique vocale. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu votre méthode, en quoi ça consiste? On va rentrer dans les détails après, mais en quoi ça consiste premièrement? Voilà, quelle est l'essence de votre méthode? J'ai créé une méthode assez particulière puisque c'est la première méthode cognitive d'enseignement de la technique vocale pour les chanteurs, mais aussi pour les orateurs, les comédiens et tous les amateurs qui veulent acquérir une technique professionnelle, dans le sens une technique fiable et qui ne tolère pas d'aléatoire dans son apprentissage comme dans sa pratique. Donc ça s'adresse aux chanteurs et aux orateurs. Est-ce que vous voyez une différence ou quand vous commencez à travailler avec quelqu'un, vous adaptez ensuite? Comment ça se passe? C'est toujours à la demande. Ça peut être un enfant, un amateur de 75 ans, un professionnel en rééducation ou en carrière qui se pose des questions sur son fonctionnement, qui veut consolider sa base technique. Ça peut être un comédien chanteur qui veut explorer d'autres styles. Je réponds toujours à la question « comment ?» et j'attends que la personne vienne avec le « quoi » qu'elle n'arrive pas à réaliser de la façon dont elle l'imagine dans sa tête. Donc le quoi, ça peut être un contrut par exemple? Ça peut être un contrut, ça peut être un style, ça peut être par exemple un chanteur non lyrique mais qui voudrait passer au lyrique, qui voudrait apprendre la technique lyrique. Donc il a déjà cette esthétique lyrique qui sonne dans sa tête, mais comme il n'a que la technique non lyrique, il lui faut quelque chose en plus, n'est-ce pas, qui est pour les professionnels de la voix cet élément de l'ouverture, cet élément de l'amplification naturelle qu'on reconnaît dans les voix lyriques, n'est-ce pas, cette rondeur très particulière opératique. Voilà, donc ce n'est pas un effet de style, c'est un effet purement technique que possèdent les chanteurs lyriques. Donc ça peut être aussi un acteur qui chante de la pop et qui veut apprendre cette technique lyrique qui est la plus complexe et la plus complète de toutes les techniques vocales. Pour vous, la grande différence entre la technique lyrique, le chant lyrique et le chant dit pop, c'est quoi les différences? Qu'est-ce qui vraiment départage les deux? D'abord, dans ma méthode, je sépare la pensée technique de la pensée créative, musicale pour les chanteurs et verbale pour les orateurs. La pensée technique, dans ma méthode, est représentée par son concept de base, qui est le triangle de l'équilibre, qui est un outil mental qui permet l'accès à un objectif technique et permet d'installer aussi des automatismes bénéfiques pour la production d'un son, d'un geste phonatoire sain. Et la pensée musicale, créative, peut être différente pour les styles différents, n'est-ce pas, si c'est de l'opéra, si c'est de la pop, ou si c'est un acteur ou un comédien qui travaille dans les grands espaces. Ils ont besoin de la même base technique, mais il y a certains éléments qu'on doit rajouter, comme par exemple l'ouverture pour le chanteur lyrique qui doit passer à un grand orchestre, n'est-ce pas, avec la richesse de son son, surtout en amplifiant ses harmoniques, n'est-ce pas? Et la différence, pour répondre à votre question, est la pensée esthétique. Ça, c'est la première chose. C'est la pensée musicale du chanteur pop et du chanteur lyrique. Après, la base technique est la même pour les deux. Et pour le chanteur lyrique, s'ajoute l'élément de l'ouverture. Mais la première chose que sert le triangle, que sert ma méthode, c'est la pensée créative. D'accord. L'homogénéité de la voix, cette recherche, elle est valable en pop et en lyrique? Ou en pop, on peut se permettre des choses, comme on a un micro, qu'on ne peut pas se permettre en lyrique, parce qu'en lyrique, il me semble, toujours passer l'orchestre et toujours être entendu au fond de la salle de la même manière, avec la même voix, de ne pas avoir différentes voix en fonction des tonalités. La différence, là, est juste
ça concerne uniquement l'élément de l'amplification, parce que le chanteur lyrique a besoin de développer son amplification naturelle. C'est pour cela que la technique lyrique se construit pendant des années et toute une vie même, parce que c'est officiellement entre 4 et 6 ans. Voilà, on pose la voix lyrique sur les rails du lyrique, c'est-à-dire on incruste l'élément de l'amplification, l'ouverture, et après, grâce au travail sur le souffle, cet élément grandit et amplifie les harmoniques. Voilà, ça c'est le travail d'une vie d'un chanteur lyrique. Si la voix d'un chanteur lyrique n'est pas mise sur ses bons rails depuis le début, la voix ne se développe pas. Voilà. Alors que, en comparant à la pop, la technique pop, bien sûr, avec la même base technique que pour le chanteur lyrique, elle a une amplification électrique, c'est-à-dire que ce soit la voix de Barbara Streisand ou de Céline Dion, elle ne va pas se développer en termes de richesse et de volume. Bien sûr que leur interprétation, leur pensée musicale va se développer toute la vie, mais la voix ne sera pas vraiment différente d'il y a 10 ans, 20 ans en termes de richesse harmonique, parce que ce n'est pas objectif, ce n'est pas l'objectif de ce style, en fait, de ce genre. Donc on pourrait dire qu'avec une voix lyrique, en fait, on construit notre voix comme un muscle, comme un haltérophile, il construit ses muscles pour soulever plus de poids, tandis que la voix pop, comme on a un bras mécanique qui nous aide à porter, on apprend juste à mieux la maîtriser et à maîtriser le geste sans forcément construire une voix, quoi, un muscle. Est-ce que ça vous convient, cette analogie? Oui, en fait, ça va bien sûr être plus professionnel, plus gérable, plus musclé, mais dans le cas du chanteur lyrique, on est très intéressé par le volume, par un grand son gratuit, sans effort. Bien sûr qu'il y aura de l'effort, mais cet effort sera une conséquence de certains gestes techniques, parce qu'on se basera ici sur les réflexes naturels, parce que ma méthode, elle se base vraiment sur le développement de ces circuits, de ces algorithmes sains pour utiliser le naturel pour optimiser la résonance et l'amplification de la voix. Alors, vous avez dit deux choses qui sont intéressantes, mais juste l'algorithme, qu'est-ce que vous entendez par l'algorithme? Pour la première fois, je propose une méthode cognitive d'apprentissage de la technique vocale pour les chanteurs et les orateurs. Une méthode cognitive est une méthode, n'est-ce pas, qui utilise des stratégies cognitives pour accéder à un certain résultat, n'est-ce pas? C'est un plan d'action qui nous permet d'apprendre, n'est-ce pas? C'est un plan d'action mental qui nous amène à un certain résultat, un apprentissage. On peut apprendre une tâche, on peut corriger un fonctionnement, résoudre un problème, etc. L'objectif est préétabli consciemment et le chemin d'accès aussi. Voilà, ça c'est la base d'une méthode cognitive. En fait, on opère notre cerveau, on fait une opération chirurgicale, on crée des chemins neuronaux. Absolument. Entre ce qui contrôle nos cordes vocales, notre soutien, tous les muscles qui sont convoqués pour délivrer le plus gratuitement possible, comme vous dites, le son. Donc c'est ça qu'on travaille en fait toutes ces années, c'est de bien maîtriser les chemins neuronaux en fait entre les muscles et les parties du cerveau qui sont dont on a besoin. Absolument. La nouveauté est que je dissocie cet outil, n'est-ce pas, qui représente un outil d'entraînement de la pensée technique, exécutive, n'est-ce pas? Donc oui, j'ai dit algorithme, puisque le triangle représente un système de communication technique qu'on installe entre l'élève et le professeur pour une meilleure compréhension mutuelle. Le triangle représente un algorithme exécutif, purement technique, et aussi un outil d'entraînement mental de la pensée qu'on va automatiser, n'est-ce pas, pour accéder à un résultat optimal. Donc vous arrivez à un point où on peut travailler notre voix sans chanter, juste en pensant.
Oui, 20 minutes par jour. Bon, il faut quand même pratiquer parce que ça fait partie d'une méthode cognitive. Il faut dire que j'ai créé cette méthode en partant d'un outil que j'ai conceptualisé pour moi-même. C'était un outil mental et j'étais justement inspirée par ma thérapie cognitivo-comportementale, car en 2013, j'ai eu un grave accident de voiture et pendant 2 ans, j'ai été suivie par un psychologue cognitif. Et pendant la thérapie, j'ai créé un outil mental qui m'a permis de créer des réflexes comportementaux qui me permettaient de m'habituer à un état de bien-être, si on résume. Et le triangle de l'équilibre et du champ, parce que bon, ça c'est le tout premier triangle de l'équilibre qui se place dans le domaine de la psychologie scientifique qui est le comportementalisme. Le troisième triangle, il reproduit le même schéma, mais il amène au bien-être vocal, qui est la position haute. En fait, j'ai associé à ce premier triangle mental comportemental les deux concepts belcantistes, donc de l'école italienne. Donc le troisième triangle, celui de la méthode, donc le triangle de l'équilibre, de la technique vocale, est issu de l'alliage du premier triangle que j'ai conceptualisé pour moi-même et de l'alliage entre ce triangle et les deux concepts de base belcantistes du XVIIe siècle qui ont été décrits pour la première fois au XVIIIe siècle, dans les années 20, je crois que c'était en 1723, par le grand castrate Tosi. Donc le triangle de l'équilibre regroupe deux concepts belcantistes. La première image du violon, où les cordes du violon représentent les cordes vocales et l'archet le souffle. Dans cette première méthode, Tosi décrit le chant sul fiato, donc la technique italienne sur le souffle, avec l'objectif d'accès dans le masque. La position haute, donc, qui est l'équivalent du masque dans le triangle de l'équilibre, qui est le but du chanteur et de l'orateur, peu importe du genre et du style. Et ça, c'est le aperto coperto. Ça rentre dans le système du triangle, parce que le triangle regroupe et met en cohérence et interdépendance les principaux termes, les principales notions dans l'enseignement de la technique vocale, mais tout se passe au même moment, n'est-ce pas? C'est ça la difficulté du chant et de l'expression verbale, mais ça décompose justement l'algorithme de la bonne action. La partie gauche du triangle est imaginaire, la partie droite, elle est physique. Et en notre possession, nous avons un seul élément physique qui est l'air, en fait, voilà, qui est impalpable et c'est l'élément muet qu'on possède pour faire du son, en fait. Donc c'est une première dans le domaine de l'enseignement de la technique vocale, et cette dissociation permet l'accès à cette technique professionnelle de tous les types, tous les profils. Tous les profils, exactement, même les profils neuroatypiques, parce que j'ai des élèves neurotypiques et neuroatypiques, et qui ont du résultat, je suis à 100% du résultat de la production du geste phonatoire sain et à 91% d'automatisation avec le chant lyrique. Parce que vous parlez de geste phonatoire. Et le geste vocal, ça vous convient? Oui, bien sûr, c'est la même chose. Voilà. C'est la production du son en position haute. D'accord. Et donc, quand vous dites donc les neuroatypiques, si vous pouviez décrire, c'est quoi quelqu'un qui est neuroatypique? En quoi il est neuroatypique? Comment fonctionne son cerveau? Et qu'est-ce que votre méthode permet de faire passer, alors que peut-être d'autres méthodes ont plus de mal? Oui, donc c'est intéressant, car plusieurs personnes neuroatypiques n'arrivaient pas justement à chanter ou à chanter juste avec d'autres méthodes et d'autres approches. Donc quelles sont les personnes neuroatypiques? Donc je prends surtout les personnes avec les troubles 10, dont la dyspraxie orofaciale. Moi-même, je suis dyspraxique. Je l'ai su il y a 2 ans. C'est quelque chose que je décris dans mon livre. Donc j'ai publié le livre de ma méthode pour la première fois en 2018.
Donc je décris surtout mon travail avec les chanteurs lyriques. C'est le livre Je pense, donc je chante ou la louange du bel canto cognitif. Je l'ai réédité en 2023 en rajoutant quelques exercices. Dans ce livre, je décris un problème que j'avais quand j'étais enfant. J'étais enfant musicien, c'était une décision familiale. J'étais flûtiste et j'avais un problème de connexion avec mon instrument. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard, mais ça me coûtait beaucoup trop par rapport à mes camarades, en heure de pratique surtout, car je sentais que je ne retenais pas les mécanismes, certains mécanismes d'interaction avec mon instrument étaient défectueux, endommagés ou lents. Et en fait, j'ai su il y a seulement 2 ans que ça s'appelle la dyspraxie. Voilà, donc la dyspraxie, c'est un problème de création de réflexes simples. Donc le cerveau a du mal à créer des réflexes simples en interaction avec des objets. Ah oui, donc voilà, la dyspraxie, par exemple, quelqu'un qui est dyspraxique a beaucoup de mal à faire ça. Par exemple, mais en fait, les domaines où il va être dyspraxique peuvent être aléatoires. Parce que pour moi, bon, je suis mal tombée. Une personne peut être dyspraxique, mais pas dans le domaine de la flûte traversière ou de piano. Alors que moi, j'étais très musicienne quand j'étais petite, mais ma famille a décidé pour moi que j'allais être donc flûtiste professionnelle. Et je suis née à Moscou, et il faut dire qu'en Union soviétique, il y a des écoles spécialisées de musique. Donc, c'est-à-dire à 5 ans, on peut déjà être musicien professionnel. Et il y a un grand concours d'entrée, il y a voilà, des exigences comme pour les écoles de sport. Imprégné, hein. Et à 7 ans, j'étais déjà musicienne professionnelle. Donc je suis rentrée dans une école professionnelle de musique sur concours. Et à 7 ans, j'étais encore pianiste, comme tous les flûtistes, parce qu'on se spécialise plus tard. Et à 10 ans, je me suis spécialisée en flûte traversière, et c'était quand même extrêmement difficile pour moi. Je travaillais beaucoup plus que les autres, avec un résultat correct, parce que je passais des examens, des concours, mais c'était, comme je le sais maintenant, infernal de difficultés par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas de dyspraxie. Parce qu'une personne peut être dyspraxique, par exemple, en montant sur un vélo toute sa vie, comme pour la première fois. Elle peut être dyspraxique en écriture, parce que oui, ce qui est intéressant, c'est que la dyspraxie n'existe pas sans la dysgraphie dyspraxique. Ça, j'ai su il y a seulement quelques mois. Ah, c'est-à-dire que quand on est dyspraxique, on a forcément des problèmes à écrire. Forcément des problèmes d'écriture. Intéressant. Voilà. Mais bon, ça c'est dernièrement... Non, mais ce qui est intéressant avec votre parcours, vous parliez tout à l'heure de votre accident, c'est que j'ai l'impression que les embûches que vous avez eues dans la vie vous ont permis d'élever votre conscience et de mettre au point des méthodes nouvelles. Donc, enfin, je suis navré que vous ayez eu cet accident, mais c'est peut-être ce qui vous a permis aussi de découvrir ça. Donc c'est un passage... Absolument, c'est une chance pour la conscientisation de la chose, parce qu'il y a énormément de dyspraxiques qui n'analysent pas justement ces algorithmes d'adaptation. Donc j'ai des personnes qui ont des troubles du spectre autiste, j'ai des personnes qui ont des troubles du spectre schizophrénique, donc les troubles 10 de toutes sortes. Le pire pour un chanteur ou pour un comédien, ce sont les troubles donc 10, mais de dyspraxie orofaciale, c'est-à-dire ils ont des problèmes au niveau de l'agencement de ces deux barrages, n'est-ce pas, qui découpent l'air à la sortie pour créer l'expression verbale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes au niveau du larynx, au niveau des réflexes, ou au niveau de la langue, des lèvres. C'est très sérieux quand la personne a choisi ça comme métier et qu'il a envie de faire ça. Il est très difficile de créer des faux réflexes, ce que j'appelle les faux réflexes, parce que le triangle, il décompose un vrai réflexe, mais grâce à cette décomposition, toutes les personnes qui n'arrivent pas à créer des vrais réflexes arrivent quand même à accéder à un résultat, comme les personnes qui le font spontanément. Et donc, ce sont les troubles 10, les troubles du spectre autiste, schizophrénique, et aussi les TDA, les troubles déficitaires d'attention, avec et sans hyperactivité. Et pareil, donc 5 jours avant mes 45 ans, j'ai découvert, grâce à mes médecins qui m'ont envoyé chez la spécialiste française du diagnostic du TDA chez les femmes à l'âge adulte, j'ai découvert que j'ai été TDA depuis toujours. Et donc je suis des TDA et dyspraxique depuis toujours,
Et à l'accident, en fait, au moment de l'accident, à cause d'une forte commotion cérébrale, j'ai perdu les mécanismes, certains mécanismes d'adaptation à ces troubles. Vos troubles se sont révélés parce que vous n'arriviez plus à pallier. Parce que après l'accident, on constatait, voilà, j'avais des troubles, je tombais dans la rue, j'avais des troubles de mémoire, j'avais des troubles, je n'arrivais pas à me concentrer, mais on mettait ça justement sur... on pensait que c'était à cause de l'accident, à cause de la commotion, alors que c'était à cause de la perte des mécanismes d'adaptation à ces troubles. Et on a mis des années avec mes médecins pour comprendre. Mais ces mécanismes d'adaptation, on le paye quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, on s'adapte, mais en même temps, on crée des mauvais réflexes et on crée des difficultés à acquérir justement des bons gestes vocaux, par exemple, et ça a des conséquences. Mais je n'ai pas de dyspraxie vocale, en fait. Okay. J'ai fait comme je sais décomposer ces algorithmes ailleurs pour créer des faux réflexes pour moi, pour fonctionner normalement, ou plus ou moins normalement. J'ai su le décomposer pour la voix. Parce que quand on parle de voix naturelle, ça veut dire que son avantage de base est le timbre pur. Voilà, ce petit résidu sonore que vous entendez dans ma voix, c'est le timbre pur de ma voix qui est titillé par l'air que j'expire. C'est la base du triangle, c'est les cordes du violon avec l'archet. C'est la première image belcantiste. Donc une voix naturelle, c'est la voix qui a cet élément naturellement dans le son de sa voix. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Ah oui, c'est-à-dire le timbre. Le timbre, le fait exactement. De timbrer. Voilà, là, et ça, c'est pas naturel de timbrer? Non, parce que là, par exemple, voilà, là, je l'ai enlevé. Et là, je l'ai remis. Et il y a des gens qui parlent naturellement comme ça, et donc ils ont déjà la base du triangle bien posée, ils peuvent parler, chanter. Ce sont les habitants du sud de la phrase. Mais oui, mais c'est les Italiens, vous savez, c'est parle italiano. Voilà, c'est toujours cet éclat, c'est ce soleil dans la voix. Il y a des cultures qui sont un soutien vocal. Les Français ont quand même un énorme atout des sons. De cette nasalité de certains sons, n'est-ce pas? Le en, le on. Le un, le un. On, un, on. Oui, c'est un énorme atout parce qu'on place le résidu sonore, ce timbre pur, voilà, ce petit dans cette nasalité postérieure mentalement pour que le souffle puisse aller en position haute. Parce que c'est un travail... que le français est bon pour l'opéra, alors? Non, oui, enfin, le « en » est très, très, très bon pour le chanteur lyrique. Oui. Oui. Pour comprendre la place de la position haute, oui. Donc il y a les prédispositions physiques et neuronales, on va dire, et physiologiques. Il y a des gens qui ont plus de facilité à créer des gestes, gestes vocaux, gestes abdominaux, etc. Et puis il y a aussi la culture et le fait d'avoir intégré une langue et d'avoir naturellement positionné sa voix à tel endroit ou tel endroit qui aide. Mais là, ce dont j'ai l'impression que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'en fait, vous avez, réussi à conscientiser tout ça et pouvoir le reproduire, même ceux qui ont des langues qui ne sont pas du tout, qui ne projettent pas forcément le son au bon endroit pour obtenir un geste vocal lyrique, vous arrivez à créer, avec donc le triangle dont vous parlez, une méthode qui permet de l'acquérir assez rapidement. Et donc ce triangle repose sur les trois points du triangle, les trois angles du triangle, c'est quoi? Donc la base, c'est le timbre. Le timbre. Le souffle, voilà. Et le troisième? La connexion entre les deux qui nous amène en position haute. Voilà, ça c'est la base de n'importe quelle technique vocale, que ce soit la technique parler, chanter, non lyrique, ou chanter lyrique. J'ai aussi l'impression que les gens qui ont été élevés à la campagne sont habitués aussi à un geste vocal forté, puisqu'ils parlent et ils projettent, ils sont obligés de dire « Ah, amène-moi la brouette !» Et donc, ils projettent naturellement, alors que peut-être à la ville, comme on a peur de déranger les voisins, on parle toujours sur le souffle, comme ça. Et donc, on perd aussi des réflexes. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, notre manière de nous exprimer dépend de tellement
de facteurs extérieurs, absolument. Comme l'imitation de la voix, par exemple. Il y a énormément de gens qui ne parlent pas avec leur vraie voix parce qu'ils imitent la voix du papa, de la maman. Ah oui. Même à ce point-là, même si, oui, physiologiquement, on peut supposer que c'est proche de leur tonalité, de leur physiologie, mais en fait, ce n'est pas la leur, c'est une imitation. Et ça crée des problèmes aussi au niveau physiologique. Et ça doit être encore plus difficile à déceler, parce que comme ils ont une physiologie proche, puisque c'est le père ou la mère, ils ont des cordes vocales assez proches, etc. Moi, je dois avoir une voix assez proche de celle de mon grand-père, qui était chanteur. Je pense que j'ai un timbre à peu près comme lui. Mais c'est proche peut-être, mais pour autant, c'est pas la même chose. Donc ça devient très ténu, la nuance, pour déceler justement quand est-ce que c'est de l'imitation et quand est-ce que c'est vraiment la voix. Comment vous faites ? Le triangle est comme, je le compare dans la deuxième audition de mon livre, au chapeau de Harry Potter, vous savez. Oui. Voilà, donc il va sortir votre vraie voix, votre vrai timbre pur, et vous ne pourrez plus tricher. Il y a énormément de gens qui changent de tessiture parce que rien que le premier exercice, l'exercice du mojito, pratiqué avec le triangle, ça vous révèle votre vraie voix en quelques minutes. Vous avez un outil absolument. Pour dire vraiment si on est soprane, si on est mezzo, si on est alto, absolument. Si on est ténor, oui. baryton ou basse. Oui, il n'y a pas un seul cas qui est entre deux, on ne comprend pas ce qu'il est, etc. Ça n'existe pas. C'est ça le... Il y a une multitude maintenant oui. de tessitures où il y a des barytons ténorisants ou des ténors barytonnants, des barytons Verdi, des barytons Martin, des barytons... il y a tellement de types différents. J'ai l'impression que c'est aussi des physiologies, c'est aussi ce qu'on recherche pour les œuvres. On veut des ténors vaillants ou il y a les ténors de caractère. Vous, comment vous positionnez ça ? Parce que Mozart disait il y a des barytons et des ténors, il y a des sopranes et des mezzo au point. Je me base, donc tout ce qui m'intéresse là-dedans, c'est-à-dire dans l'enseignement de la technique vocale, c'est la partie scientifisable. C'est-à-dire je me base déjà sur les 4 siècles de la tradition belcantiste, donc toujours sur l'expérience empirique et sur les concepts de mes prédécesseurs, toujours. Et j'allie ça donc au progrès actuel des sciences cognitives parce que le triangle est intéressant aussi du point de vue thérapeutique. Parce que moi, donc déjà, l'une des particularités de la méthode est qu'elle est transmise à chaque personne qui la pratique, qui est une nouveauté absolue dans le domaine, et tous les professeurs peuvent l'associer à leur pédagogie. Donc c'est quelque chose qui est compatible. Si la personne choisit de l'enseigner de cette façon, elle peut très bien le faire. Quand vous me parlez de votre triangle avec donc, le souffle, le timbre... Timbre, souffle, connexion, position et la connexion haute. Connexion, position haute, c'est ça le troisième angle. Connexion, c'est la connexion entre les 2 éléments de base. Et peut-être ce qui est au centre du triangle, c'est la musique. Non, elle est au-dessus. Parce que le triangle, c'est un triangle technique. Oui. C'est grâce à ça que c'est scientifisable. C'est grâce à ça que ça appartient à la psychologie scientifique la science, et au comportementalisme. Pour décrire, tout ce qui est programmable pour créer un réflexe exécutif. En fait, la science, c'est ce qui est reproductible. C'est tout ce qui Quand c'est pas reproductible, c'est parascientifique. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est pas parascientifique, c'est du 100%. C'est-à-dire quand on fait AB, on obtient C. Parfois, c'est difficile à reproduire quand même. C'est pas parce que c'est reproductible que ça l'est aisément. Si la personne, ça convient à toutes les personnes qui ont acquis les mécanismes de l'expression verbale. Parce que maintenant, on sait que, par exemple, les personnes qui ont des troubles du spectre autiste forment les mécanismes de l'expression verbale différemment. Donc déjà, on sait qu'il y a 2 schémas de l'expression verbale, donc au niveau neuronal. Donc pour les personnes atteintes du trouble du spectre autiste, c'est quelque chose de vraiment différent au niveau psychique, l'expression verbale. Mais si cette fonction est acquise, ils peuvent utiliser le triangle et chanter et parler, etc. Ce qu'il nous faut avec le triangle, c'est l'agencement, grosso modo, du travail
du larynx, grosso modo pour la production de la voyelle, et de la langue et des lèvres, en gros pour la production de la consonne. Alors qu'il y a bien sûr des consonnes voisées où il y a les deux barrages, n'est-ce pas, et le barrage laryngé le barrage buccal. Par exemple, le V. Il y a certaines consonnes qui sont voisées, c'est-à-dire les cordes vibrent en même temps que l'air est freiné par les lèvres ou par la langue. Oui, voilà, ce sont les consonnes voisées. On produit du son avec, sans bousiller mon micro, on produit du son avec les cordes vocales et on produit aussi du son avec les lèvres. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis grosso modo, voilà, considérons que c'est pour la voyelle et ça c'est pour la consonne, même si certaines consonnes activent les cordes vocales aussi. Les deux en même temps, oui. Voilà, donc si la personne, peu importe quel est son trouble, arrive à parler, c'est-à-dire à associer ces deux barrages pour l'expression verbale, elle peut très bien utiliser le triangle et apprendre à parler en position haute et à chanter même, à acquérir une technique vocale lyrique, c'est-à-dire amplifiée. Quand on parle en position basse, ça donne quoi? Ça donne ça. Et en position haute? Et en position haute, voilà, c'est ça. Je vise le petit timbre imaginaire, n'est-ce pas? C'est le timbre pur de la voix. Qu'on place donc derrière le nez, dans la nasalité postérieure, quelque part au milieu du crâne. Et avec l'expiration, on vise ce point. Et ça sort donc la voix naturelle de chaque individu en position haute. J'ai envie de poser ma question fatidique que je pose à chaque fois aux gens quand je les interviewe sur leur spectacle. Pourquoi vous faites tout ça? Parce que j'aime ça. D'accord. Et pourquoi vous travaillez comme ça, cette méthode, vous passez du temps tous les jours avec les chanteurs, à les observer, à leur dire, à chercher avec eux? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous anime à la base? Bien sûr, c'est mon je veux créatif. Au-dessus de mon triangle de la technique vitale, il y a mon je veux créatif. C'est tout ce qu'on possède. Moi, mon je veux et le bien-être font un. Je suis un équilibre parfait. Là, en ce moment, je parle de quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne. Je suis bien avec vous. Je suis en équilibre. Il fait beau, le ciel est bleu. Parce que la base du tout premier triangle, c'est à la place du timbre, il y a moi. Il y a l'élément extérieur, donc le souffle, n'est-ce pas? C'est le pas moi. Et la connexion, c'est la réaction qui doit nous amener dans un état de bien-être émotionnel. C'est comme la position haute. Et cet endroit où tout est possible. Tout est possible quand on est équilibré, voilà, entre moi et le pas moi, parce que vous représentez le pas moi, le ciel, le temps qui fait, vous êtes tous, voilà, et l'interaction entre moi et ce qui n'est pas moi, même si c'est une pensée, même si c'est une émotion, une mauvaise émotion par exemple, ah non, c'est pas moi. C'est la phrase clé en fait de ma thérapie que j'ai créée pour moi-même. C'est ça, c'est pas moi. Tout ce qui n'est pas le bien-être, tout ce qui est un état où je ne sens pas mon je veux créatif, c'est pas moi. C'est intéressant aussi pour décider quel parcours on va prendre dans la vie, j'aime bien dire que c'est bien d'aller dans la difficulté. Que dans la facilité, on ne construit pas et on ne fonde pas et on n'a pas de pérennité. Alors que c'est dans le travail et la difficulté qu'à terme, on construit. Et là, avec ce dont on parle depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que ce que vous recherchez, c'est justement la facilité la facilité d'exécution. Mais j'ai envie de dire que trouver la facilité, c'est très difficile. C'est ça qui est difficile. Et c'est cette difficulté-là qui est intéressante de... Pourquoi je commençais à vous parler d'Everardi? C'est parce qu'il disait un chanteur sur scène qui pense à comment il chante est un mauvais chanteur. C'est pareil pour le comédien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est tout le travail préparatif qui est difficile. N'est-ce pas? C'est-à-dire tout le travail. Oui, bien sûr que c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile dans l'apprentissage, par exemple, de ma méthode? C'est la concentration. C'est 20 minutes par jour. Penser la même chose pour automatiser le bon geste. Ah, c'est aussi de l'autosuggestion. Pas forcément, non, ça n'a rien à voir avec l'autosuggestion. C'est un travail mental où on met
les cubes, voilà, vous avez même si vous êtes déjà chanteur lyrique en rééducation, vous avez par exemple 5 cubes, mais ils sont à 3, 2, 1, voilà. Donc c'est un travail conscient pour les remettre dans le bon ordre, pour optimiser le résultat. Mental, et ensuite... C'est mental, et après, comme dans la thérapie cognitivo-comportementale, même quand on a un plan d'action, on veut corriger quelque chose, il faut pratiquer dans l'interaction avec les autres. Et donc là, on pratique aussi, on a toujours les mêmes exercices pour toutes les tessitures, les enfants, les adultes, les amateurs, c'est toujours les mêmes, parce qu'en gros, ça n'a aucune importance sur quelle base on pratique ces exercices. Parce que c'est le cerveau, il lui faut au moins 1 mois et demi pour créer un premier réflexe, même si on travaille parfaitement bien. C'est pour ça que je te dis qu'il faut compter quand même 3-4 mois pour la création du premier réflexe. Et on dit, oui, pour prendre une habitude, oui, c'est à peu près 90 jours, mais bon, ça change tous les jours aussi, vous savez, avec les, les neuroscientifiques qui recalculent. Mais bon, grosso modo, c'est 1 mois et demi. Mais je dis 3-4 parce que je ne peux pas surveiller tous les jours la personne qui travaille avec la méthode. Donc en 3-4 mois, oui. Comme technique, on a parlé de Mojito. Alors, est-ce que vous pouvez me dire de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que le Mojito? Le Mojito est un exercice de base qu'on pratique en collant le palémo à l'arrière de la langue. D'accord, par exemple. Donc sans que l'air physiquement sorte par la bouche. Donc dans cet exercice, l'air sort par le nez et on accède directement à la position haute grâce à ça, c'est-à-dire à la résonance du haut du crâne au-dessus de la mâchoire supérieure. Donc c'est... Comme ça. Ça, c'est Mojito. En fait, quand on met la langue, l'arrière de la langue contre le palais mou, on est obligé de moucher l'air en position haute. Voilà, donc ça, c'est la première, c'est ce que j'appelle dans ma méthode le chemin du souffle. Donc, à part la dissociation donc, de la pensée technique et de la pensée musicale, j'introduis certains termes qui aident surtout le chanteur lyrique, parce que comme il a besoin d'un élément de l'ouverture, que les autres catégories n'emploient pas, bon, à part les comédiens qui travaillent à Chaillot s'ils ne sont pas microtés et tout. Voilà, il y a certains comédiens qui arrivent avec cette demande parce qu'ils ils veulent plus de sons gratuits. Voilà, c'est un travail spécifique pour le comédien parce que ça prend du temps. Par exemple, dans le cas de Corentin, il avait 19 ans, il était en fac à Dauphine, en psychologie, et un ami à Corentin prenait des cours avec moi, un chanteur lyrique, et Corentin a lu mon livre et il a débarqué à un cours de son ami et il a dit « J'ai lu votre livre, je suis psy, apparemment tout le monde peut le faire, je vais essayer le chant ». Sans jamais avoir chanté, sans avoir fait de musique, rien, mais une tabula rasa complète. Et pour moi, c'était très intéressant, parce que j'ai des amateurs, des enfants, vraiment, je prends de tout parce que c'est le cerveau qui m'intéresse. Et plus le cas est difficile, et plus ça m'intéresse. Bien sûr que j'ai les chanteurs lyriques et de très haut niveau, et des collègues, mais je prends de tout parce que ça m'intéresse, parce que je développe ma méthode. Et j'ai pris Corentin, et qui chantait faux, qui ne roulait pas le R, qui ne savait pas lire les notes, qui n'avait aucune notion de style, d'opéra, enfin, rien du tout. Et qui est un excellent chanteur aujourd'hui et qui a décidé d'en faire sa profession. Et qui est encore un jeune chanteur, mais voilà, c'est un bébé de la méthode. Il est parti de zéro de chez zéro, mais il a fait un travail sur lui extraordinaire. Et ce n'était pas facile pour lui du tout. Mais aujourd'hui, il est au cœur de l'armée. Il chante au cœur de l'armée et il se prépare à une carrière soliste. Donc il part, il passe des concours. Voilà. Il a trouvé la facilité. Il a trouvé la facilité et il a une excellente technique qui va
faire en sorte que sa voix se développe et s'enrichisse. En fait, il est sur les bons rails, justement, lyriques, avec amplification. Et dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça va faire grandir sa voix, elle va être plus riche et plus grande, et la production du son va être facile. Et jusqu'au dernier souffle, il chantera comme il voudra. C'est-à-dire son souffle va sortir grâce à ce petit résidu du timbre, n'est-ce pas, qui se balade entre les deux mondes, va continuer à sortir sa pensée créative et la matérialiser ici. Personne ne fait que de la technique vocale, mais en fait, le triangle de l'équilibre, qui est un modèle productif, contrairement par exemple au triangle de Karpman, qui est un schéma de l'analyse transactionnelle antiproductif. Le triangle de Karpman, c'est quelque chose que je cite dans le livre de ma méthode. C'est le triangle antiproductif, vous savez, où il y a la victime, le bourreau et le sauveur. Voilà, c'est antiproductif. On tourne sur place, on dépense énormément d'énergie, mais on n'accède pas au résultat. Donc le triangle de l'équilibre est le contraire de celui de Karpman. C'est-à-dire, on a un élément stable d'auto-identification, qui est le timbre, un élément extérieur et un objectif prédéfini, où tout est possible. C'est la technique, n'est-ce pas, la base, où tout est possible. Pourquoi ? Pour la réalisation de l'idée créative, au service. Donc le triangle est au service de l'idée créative. Et ce qui se passe avec ce triangle, ce qu'on a remarqué avec les élèves, c'est que l'élève crée spontanément d'autres mécanismes, en fait, de régulation de la pensée et du comportement à partir de ce modèle, même s'il ne fait travailler que la technique vocale avec. C'est-à-dire le triangle, il faut comprendre que le triangle de psychologie que j'ai créé pour moi, je ne le transmets pas dans cet état aux élèves. Je ne transmets que le triangle de l'équilibre de la technique vocale, alors qu'il arrive à contaminer d'autres fonctions. C'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué et c'est quelque chose que je voudrais étudier. C'est pour ça que je suis allée intégrer ce groupe et je suis membre de ce groupe qui s'est créé à la Sorbonne. Et aussi, cet outil, grâce aux exercices que je propose, c'est un outil d'autogestion des états dépressifs et anxieux. Il y a des états phobiques que mes élèves arrivent à gérer grâce au triangle, en pratiquant les exercices au moment où ils ne se sentent pas bien, et au bout de quelques secondes, quelques minutes, ces états reculent. Pareil, c'est uniquement grâce à l'IRM fonctionnel qu'on pourra étudier ce que fait le cerveau pendant la pratique du triangle. Mais ça, ce sont quand même des effets extrêmement intéressants, parce que quand j'ai décrit, j'ai montré à cette neurochirurgienne, et elle a été impressionnée, et elle m'a dirigée vers ce groupe de recherche, parce que ça dépasse mon domaine, mes connaissances, mais il faut que je trouve des collaborateurs pour pouvoir amener cet outil, qui est une espèce de loi naturelle, oui. Il faut que je puisse l'amener vers les domaines qui y comprennent plus que moi, pour que ça puisse servir les thérapies intégratives. Même plus, l'exercice du mojito peut servir même les personnes qui ne parlent pas. Parce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, dans les troubles du spectre autiste, il n'y a que 6 personnes qui vont développer les mécanismes du langage. Sur combien ? 10. 6 sur 10. Ah oui, d'accord. Quel est votre conseil à la jeune génération qui se lance dans l'expression vocale au sens large? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui passent le pas de la porte, les premiers, les jeunes qui déboulent? Puiser à la source, s'intéresser à l'histoire, c'est ça. Il faut savoir analyser les choses et choisir la bonne provenance, parce que souvent, elle est unique. Voilà, c'est pas aujourd'hui que ce métier est né, c'est pas aujourd'hui qu'on a compris les choses. On peut enrichir la chose, mais il faut aller toujours dans le passé pour bien construire. Parfait, merci beaucoup Mariam, c'est une fin d'entretien. Ça donne envie de continuer à discuter encore longtemps. Est-ce qu'on fait, c'est pas le moment d'éprouver notre chanteur On peut, oui, mais ça y est.
un petit bout d'air, ou vous voulez que je vous montre pensée musicale, pensée technique? Très bien, oui. Par exemple, donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ma méthode qui identifie et dissocie pour mieux agencer pour la première fois la pensée technique et la pensée musicale. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Par exemple, si je prends le début de l'ère du Chérubin, de l'opéra de Mozart, les noces de Figaro. Et j'imagine, voilà, j'ai une esthétique lyrique, n'est-ce pas, dans ma tête, et donc ma pensée musicale est toujours basée sur le texte. Donc comment je prépare ma pensée musicale? J'introduis le timbre pur de ma voix, donc, qui est un élément technique, qui se place à gauche, à la base du triangle. J'introduis le timbre dans ma pensée musicale, dans la base de ma pensée musicale, qui est le texte. Donc, je le travaille, je commence à le travailler comme ça. Voi che sapete! Voilà, je vais vers les accents toniques par le premier mouvement de la connexion, le mouvement du souffle. Je prépare ma pensée musicale de cette façon, et après, le souffle qui va chercher le timbre que j'ai introduit dans le texte va mettre ses sons à la hauteur des fréquences prédéfinies par la partition. Donc, j'ai, par exemple, là, je vais vous montrer, j'ai une pensée musicale avec une esthétique lyrique, mais la technique ne va pas être lyrique, c'est-à-dire sans amplification, juste le timbre contre le souffle. C'est-à-dire je vais chanter uniquement grâce à la résonance, pas amplifiée. Ça va donner ceci. Voi che sapete che cosa amor donde vedete. Voilà, là ça paraît opératique, lyrique, mais ça ne l'est pas. C'est une technique pop, oui on peut dire, donc sans amplification. Et le chanteur lyrique, il aura besoin d'ajouter l'élément de l'ouverture pour que ça soit cette variante. Donc là, j'ai une pensée musicale lyrique, et la technique va être lyrique aussi, c'est-à-dire le timbre contre le souffle, mais amplifié. Là, le chant n'a pas supporté. Et si j'enlève, par exemple, la technique lyrique, voilà, là, ça va être la technique pop, et la pensée musicale aussi va être pop. Ça va faire Voi che sapete che cosa l'amor. Donc là, vous avez la technique qui est pop et la pensée musicale qui est pop également. Et par exemple, pour entend, quand il avait commencé, il avait posé timbre contre le souffle. Donc, il avait ce son-là. Et maintenant, il a un grand son opératique. Vas-y, chante quelque chose. Oh oh. Donc là, tout dans le grand museau, n'est-ce pas? Donc quand on fait timbre contre le souffle, c'est le petit bec. De moineau. Et quand c'est amplifié, voilà, c'est en grand tout temps. Oh, la flamme de l'amour brûle l'âme nuit et jour pour les cœurs quelquefois sans me plaindre moi je bois